On va commencer. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, donc, c'est le premier webinaire interne du Lab, dédié donc plutôt à la recherche et à notre mission, concevoir, tester et documenter des modèles agricoles durables capables de répondre aux grands enjeux actuels, changement climatique, effondrement de la biodiversité, viabilité économique des fermes et transition des systèmes alimentaires. Et l'objectif de ces webinaires, c'est de partager et de capitaliser nos lectures, nos travaux, afin que tout ce qu'on acquiert comme connaissances individuellement puisse être bénéfique à toutes et à tous. Le format, il est volontairement très simple, 15 minutes de présentation pour restituer les points clés et ensuite 15 minutes d'échange entre nous et de débat. Et donc aujourd'hui, on laisse la place à Claire et Loane pour ouvrir ce cycle et nous présenter leur lecture sur la gestion intégrée de la ressource en eau. Donc déjà, bonjour à tous. Merci d'être présents à ce webinaire. Loane et moi, on va vous présenter la gestion de l'eau en agriculture. Donc, quelles innovations pour s'adapter au changement climatique. Donc, c'est issu du rapport par engrenage sur les techniques et pratiques innovantes de gestion de l'eau en agriculture, par Pierre Autissier et Geneviève Jourtier, donc publié en 2022 par le Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux. Donc, c'est une étude majoritairement bibliographique, avec en complément des entretiens qualitatifs d'experts et d'acteurs de territoire, et c'est aussi une étude comparative avec d'autres pays. Donc, l'objectif, c'est d'identifier des leviers d'action pour permettre à l'agriculture de faire des économies en eau et d'ajuster au territoire. Donc, premier levier concerne les pratiques agricoles. Donc déjà, la consommation d'eau en agriculture au niveau mondial. Donc, c'est 69%, et en France, on se situe entre 48 et 58% selon les sources. Donc, pourquoi l'eau est un enjeu mondial? Déjà, c'est lié au changement climatique, d'après le GIEC, Météo France et d'autres sources. Donc, les conséquences, c'est une augmentation de la période de sécheresse, des perturbations au niveau du cycle de l'eau et de la répartition des pluies. Un autre problème, c'est la dualité dans l'usage de l'eau, qui est perçue soit comme une ressource illimitée, donc pour la production, et donc qui conduit à des risques de déséquilibre des écosystèmes, ou une ressource limitée. Donc là, on est dans du patrimoine commun, l'usage est prioritairement destiné à l'eau potable et on prend en compte les équilibres naturels. Et tout ça, en fait, conduit à une problématique de l'accès et du partage de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des cultures? Donc déjà, on peut modifier les itinéraires techniques, dont l'objectif, c'est les rendements, principalement. Donc, on va moduler sur la date et les modes de semis en prenant en compte la densité, la fertilisation. On peut décaler aussi les phases de développement de la plante qu'on appelle stade phénologique vers des moments où la plante elle a besoin le plus en eau. Et on va prendre en compte la profondeur des sols, soit superficielle ou profonde. Et en fait, d'après une étude sur le blé tendre et le tournesol, les résultats sont significatifs en combinant semis précoces en sol profond. Par contre, au niveau de l'impact sur l'économie en eau d'irrigation, elle est plutôt faible. Donc, en fait, les itinéraires techniques vont dépendre encore de l'eau d'irrigation. Et puis, on va se tourner vers la qualité de la production du sol, donc en améliorant la rétention d'eau dans le sol et le maintien de la biodiversité, on va se tourner vers des techniques agroécologiques, comme la limitation du travail du sol, des rotations longues et diversifiées, des couverts végétaux multiservices et l'agroforesterie. Et on constate qu'on peut faire des économies d'eau entre 10 et 30%, donc selon les sources. Donc, ces différentes techniques agroécologiques, on les retrouve, par exemple, en agriculture de conservation des sols, même si le point noir, c'est l'utilisation d'herbicides.
et en agriculture biologique. Et on peut aussi noter que l'agroforesterie, qui est présente sur 5 à 10% de la surface agricole utilisée en France et 8,8% en Europe, présente de nombreux avantages pour la restauration du sol et son aération et la résilience. Par contre, on a peu d'études sur la gestion de l'eau, sur ces pratiques-là, mais on peut supposer qu'elle a un impact non négligeable sur les économies en eau. En fait, c'est en combinant toutes ces pratiques, toutes ces techniques-là qu'on peut faire ces économies. Donc, en résumé, donc à l'échelle d'une exploitation, c'est la combinaison de toutes ces pratiques-là qui va permettre de faire des économies en eau. On peut noter aussi que l'agriculture de conservation est soutenue par l'Organisation des Nations Unies donc pour l'agriculture et l'alimentation, sans oublier l'apport de la recherche, notamment les travaux de l'INRAE sur la sélection de variétés résistantes à la sécheresse et aussi au stress hydrique, mais ça c'est en cours d'études. Et ce qu'on peut faire pour les décideurs de territoire et de projet, c'est de les sensibiliser à des solutions fondées sur la nature qui ont été établies par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Voilà. Alors, je laisse la place à Loane. Pour la suite, je vais arrêter mon partage. Est-ce que tu veux que... Non, tu peux continuer. Je peux continuer? Ok. Oui, vas-y. Du coup, je vais vous présenter la deuxième grande partie de ce rapport qui concerne les innovations pour la gestion de l'eau d'irrigation. Tu peux passer. Donc, tout d'abord, quelques chiffres pour situer le contexte de l'irrigation. En France, on parle de 10% des prélèvements d'eau douce pour l'irrigation et ça peut même représenter entre 50 et 80% de l'eau consommée selon les régions et les saisons. Actuellement, seulement 5% de la surface agricole utile est irriguée en France et ce sont principalement les cultures de maïs qui sont les plus consommatrices d'eau. La gestion de l'irrigation peut se faire de deux manières, soit de manière collective, soit de manière individuelle. L'irrigation de manière individuelle correspond à 2/3 des exploitations en France et dans ce cas-là, ils doivent obtenir une autorisation pour prélever l'eau. Les objectifs de l'irrigation varient aussi selon les régions. Dans certaines aides, on cherche à améliorer la production et les rendements. Dans d'autres, c'est plutôt pour sécuriser et maintenir la qualité des produits. Tu peux passer. Donc maintenant, on va passer aux innovations concrètes. Donc on a un premier levier qui est le matériel lui-même. Il y a d'abord le réglage du matériel. On peut par exemple diminuer la pression pour économiser de l'énergie. Certaines études montrent qu'avec des réglages, on peut réduire les pertes et réaliser des économies significatives. Ensuite, il y a le type d'irrigation qu'on choisit. L'irrigation localisée comme le goutte à goutte ou la micro-aspersion est beaucoup plus efficace que l'aspersion classique. Donc concrètement, les économies observées sont impressionnantes. En Espagne, on parle de 3 milliards de mètres cubes par an économisés. En Italie, c'est 10%. Et selon l'INRAE, on peut aller de 5 à 30% d'économie en fonction du type de culture. Le seul problème, c'est que ces systèmes sont assez coûteux à installer, donc surtout à l'hectare. Tu peux passer. Maintenant, on va parler des outils d'aide à la décision. C'est vraiment un des leviers les plus prometteurs. Donc, ces outils permettent d'optimiser la gestion de l'eau. On estime qu'ils génèrent des économies d'eau entre 10 et 40% selon la situation. Il y a deux types de pilotage. Donc, tout d'abord, on a le pilotage tactique qui fonctionne en temps réel à l'échelle de la parcelle. En fait, on va utiliser des bilans hydriques qui mesurent la réserve d'eau dans le sol et le besoin de la culture en fonction de son stade de croissance, des pluies ou de l'irrigation. Toutes ces données sont centralisées dans des applications. On a aussi des sondes qui sont tensiométriques pour mesurer l'humidité des sols ou des capteurs dendrométriques qui mesurent directement sur la plante.
Et puis, il y a le pilotage stratégique qui fonctionne de manière prévisionnelle à l'échelle de l'exploitation. Ça permet de choisir les bons assolements en fonction des performances économiques attendues. Tu peux passer. Donc, on arrive à des concepts qui sont vraiment intéressants, qui font le lien entre toutes les innovations qu'on a vues. D'abord, l'irrigation déficitaire, c'est un terme qu'on utilise surtout pour les pays du Maghreb qui sont déjà confrontés à beaucoup plus de sécheresse. L'idée, c'est d'irriguer la culture uniquement lors des étapes de croissance les plus sensibles à la sécheresse. C'est une méthode qui est préconisée par la FAO à moyen terme et elle est utilisée dans les zones où la ressource hydrique est limitée pour une meilleure utilisation de l'eau, notamment pour la production fruitière. Et puis, on a l'irrigation de résilience. C'est, un concept qui est assez central ici. C'est une irrigation qui est plus économe et qui fait évoluer les assolements, les variétés cultivées et le travail du sol. L'objectif fondamental, c'est de rechercher un optimum entre rentabilité et économie d'eau. Donc, on ne cherche plus de rendement maximum, mais le meilleur équilibre possible. Tu veux passer? OK. Donc, le dernier levier concerne l'approvisionnement en eau et ses alternatives. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'approvisionnement? C'est de récolter surtout de l'eau de pluie. Donc, pour cela, on a des retenues d'eau, donc c'est des réserves d'eau naturelles ou artificielles. Donc, parmi elles, on va retrouver les barrages ou alors des constructions beaucoup plus étanches comme les bassines. On peut récupérer l'eau par le drainage, donc c'est de l'évacuation de l'eau des surfaces des sols qui nécessite en fait une déclaration et une autorisation. Et on peut aussi transférer de l'eau entre bassins. Donc les avantages, c'est pour améliorer des étiages naturels et la sécurisation de l'eau en cas de sécheresse. Par contre, au niveau des limites, on va avoir un impact négatif sur la biodiversité. On a des coûts économiques et on risque encore un déséquilibre dans le partage de l'eau. Et parmi les autres alternatives, on va retrouver la recharge artificielle des nappes souterraines et des eaux qu'on appelle non conventionnelles, comme la réutilisation des eaux usées, la reute, ou le dessalement de l'eau de mer, qui consiste à transformer de l'eau de mer en eau douce dans les seuils de potabilité pour la concentration en sel. En fait, ce sont des pratiques qui sont ce sont des procédés qui sont peu pratiqués en France, ou voire même pas du tout, comme le dessalement de l'eau de mer. Par contre, il y a un intérêt porté sur la réutilisation des eaux usées, puisqu'il existe 2 sites expérimentaux en France pour l'usage de l'irrigation agricole. Par contre, on va noter que la reute et puis le dessalement de l'eau de mer, ce sont des infrastructures très coûteuses qui nécessitent aussi une réglementation exigeante. Donc, parmi les limites, on va rencontrer un risque de colmatage. Pour les nappes souterraines, c'est un problème de gouvernance. On peut avoir des risques d'artificialisation des sols à cause des fortes teneurs en sel et des polluants. Et par contre, par rapport à la biodiversité, en fait, il y a encore très peu d'études sur l'impact, mais les risques sont non négligeables. Alors, pour conclure, le message principal du rapport, c'est qu'il n'y a pas une seule solution. Il n'y a pas de solution unique, il faut un ensemble de solutions. Donc, dans le rapport, on parle de panier de solutions qui combinent les technologies et la nature. Donc, le rapport, il fait 5 recommandations: soutenir les agriculteurs engagés en agroécologie par la formation et l'encadrement, faciliter l'accès aux innovations en irrigation, sensibiliser au concept d'irrigation de résilience, faire un état des lieux des sites de recharge artificielle et de réutilisation des eaux usées, et analyser les dispositifs réglementaires des autres pays. Tu peux passer. Donc, maintenant, si on prend un peu de recul, ce qui peut être intéressant dans l'article, c'est le fait qu'il donne une vue d'ensemble qui est assez complète des moyens pour intégrer la gestion de l'eau et contribuer à des économies, en irrigation. Il explore ce qui se fait dans d'autres pays, s'appuie sur plusieurs études de l'INRAE, donc c'est scientifiquement solide.
Et surtout, il concerne tout le monde, les agriculteurs, les décideurs ou toute personne qui peut être intéressée par le sujet. Et surtout, il insiste aussi à la sensibilisation, à une meilleure connaissance des pratiques agroécologiques et à leur incorporation, à l'irrigation de résilience et aux outils d'aide à la décision. Donc, un point vraiment important, c'est le fait qu'il insiste sur la nécessité de former les agriculteurs, parce que sans accompagnement, finalement, ces changements sont très difficiles à mettre en œuvre. Tu peux passer? Mais du coup, le rapport, il a aussi ses limites. Premièrement, la partie sur les pratiques agricoles est moins bien structurée et malgré les efforts, l'agroécologie est présentée comme une alternative et c'est pas la solution. L'objectif de rendement est très présent tout au long du rapport. C'est compréhensible, mais du coup, il y a cette tension permanente entre rendement et qualité qui n'est pas toujours simple à résoudre. Le rapport se concentre surtout sur de grandes exploitations et des grandes cultures. Les petites structures sont beaucoup moins abordées, alors qu'elles représentent une part importante, de notre agriculture et il y a une certaine ambivalence aussi entre, la démarche agroécologique et les innovations technologiques et enfin, c'est une étude qui est majoritairement bibliographique. Il manque un peu d'études, de terrain, des retours d'expériences concrets d'agriculteurs pour vraiment valider les recommandations dans la pratique. Tu peux passer. OK. Et donc, au niveau des perspectives, donc là, comme on vient de le voir, l'eau reste toujours un enjeu politique, social, écologique, et puis je retrouve le terme, et économique, voilà. Du coup, dans les perspectives, il s'agira de poursuivre, bien sûr, la sensibilisation et la formation aux pratiques agroécologiques, aux écosystèmes, donc tout ce qui est plantes, au sol, donc pour les futurs agriculteurs et les acteurs des territoires, de remotiver aussi les agriculteurs qui ont ces connaissances-là, sachant que bien sûr le délai et les variabilités sont des facteurs à prendre en compte, de sélectionner des solutions sobres parmi tout ce qui a été proposé ou de les rendre sobres aussi. Et bien sûr d'éviter celles qui vont dégrader encore plus les écosystèmes. Il y a aussi la sélection phénomique, on n'en a pas beaucoup parlé dans la présentation, mais c'était une méthode physico-chimique qu'on peut utiliser en laboratoire pour identifier des caractères un peu plus spécifiques d'eau qui sont résistantes au stress hydrique. La Reut, dans quelle mesure c'est intéressant, c'est à creuser. Donc tout ça, ça demande de construire, de dialoguer ensemble, de considérer toujours l'eau comme un bien commun, voilà, d'avoir une bonne connaissance de la réglementation. Et puis, donc par rapport au financement, c'est de se tourner vers des structures qui sont mieux sensibilisées aux pratiques agroécologiques comme les agences de l'eau. Et après, il y a les élevages, parce que du coup, dans le rapport, on parle surtout des cultures, mais qu'en est-il aussi des économies d'eau par rapport aux élevages? Donc, voilà. Et donc, si on veut creuser un peu plus loin, voici toute une liste de biblios issus du rapport ou en plus, donc à creuser. Et maintenant, on va laisser la place au temps d'échange. Donc, si vous avez des remarques ou des choses à compléter ou si on peut parler d'autres pistes, voilà, c'est le moment. Déjà, merci Claire et Loane pour votre présentation. Alors, moi, je suis un peu biaisée parce que j'ai lu le rapport. Donc, du coup, mes questions sont peut-être un peu plus centrées. Mais je ne me rappelle pas si dans le rapport, il proposait vraiment des pistes concrètes. Par exemple, je ne sais pas, j'ai une surface de temps, tant de microdisperseurs ou tant de micro-gouttes pour tant de surface. Est-ce que c'est vraiment très détaillé ou est-ce qu'il renvoie à une autre biblio pour pouvoir être plus dans le concret?
Alors, j'essaye de me rappeler parce que j'ai De pas mémoire, il y tout en avait tête. l'annexe. Il y avait un tableau, je sais plus s'il y avait les surfaces, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait les prix qui étaient un peu, choquants. Mais, bah, je le vérifie tout de suite. J'ai le document avec moi. Oui, il y a quelques précisions dans le rapport. Parce que la problématique en général de ces rapports, c'est que c'est très intéressant globalement, mais ensuite ils ne donnent pas clairement demain, je suis agricultrice, je veux mettre en place des systèmes de régulation de la ressource en eau, et en fait je ne sais pas par où prendre le bon bout, on va dire. Ou alors il faut se rapprocher d'autres structures qui peuvent coûter de l'argent. Ça, c'est aussi un truc à prendre en compte, et pour pouvoir avancer sereinement sur qu'est-ce que je fais, comment je le fais. Pour le coup, je crois qu'il y a juste l'efficience moyenne et le coût, en fait. Il y a pas D'accord. vraiment, la surface et tout. Et ils donnent pas du tout de lien pour Il y pouvoir a la faire source, nous-mêmes nos... il y a une Ouais, source, donc à peut-être checker, quoi. creuser là-dedans. Ouais, je la note. C'est pas... Oui. Mais oui, donc moi, j'ai des questions, mais juste un peu plus techniques, très honnêtement, parce que j'y connais pas grand-chose. C'est quoi la différence entre, à un moment donné, vous avez parlé d'une technique qui est micro-aspersion et goutte à goutte, et est-ce qu'il y a, euh, c'est quoi la différence? Parce qu'à un moment donné, je crois que c'est Loan qui avait cette partie-là. Tu disais que c'est plus efficace que l'aspersion tout court, genre sans le micro avant. Et, et c'est quoi en fait la différence hein, de ces techniques d'irrigation? Je crois Je que sais la pas si ma question est micro-aspersion, claire. si, j'ai compris, Oui. t'en fais pas. La micro-aspersion, je crois, ça consiste à arroser avec des micro-gouttelettes, justement. Comparé, je pense que ça rebondit un peu sur le concept, justement, de diminuer la pression et de jouer sur le volume d'eau qui est arrosé. Ah, Je, donc en gros, au niveau de la dispersion, ça serait au lieu d'avoir des grosses gouttes à des endroits un peu plus Ouais, fixes, c'est on ça. aurait plein de petites gouttes sur une surface plus étendue. En gros, ça Oui, serait c'est ça? ça. Oui, c'est ça. Ah, je vais d'accord. pas dire de bêtises, je vais pas les vérifier, mais je crois qu'il y en a un qui est plus la source de aspergeur, il va être sur le sol, et l'autre va plus être en aérien. Et je crois que il me semble, parce que j'ai regardé pour notre serre, lesquels choisir, et du coup, ça va dépendre de la culture que tu souhaites irriguer. Certaines plantes ont plus besoin sur les feuilles, et d'autres plus à la racine. Mais après, je ne connais pas plus que ça. Mais c'est pour ça que je Ça crois va qu'il y en a un qui... surtout aussi avoir un impact sur la distance d'aspersion, parce que les micro-gouttelettes, tu vas avoir une surface aspergée de 1 à 5 mètres, alors que quand on voit dans des grands champs en monoculture de maïs et qu'on voit les énormes tourniquets, je pourrais pas vous dire sur combien de surface, mais on est Oui. sur une beaucoup plus grande surface que des micro-aspersions. Donc, le problème des micro-aspersions, c'est que c'est moins coûteux en eau, mais il faut en avoir plusieurs. Donc, du coup, c'est plus coûteux en matériel. Oui, c'est ça. Oui, en fait, Ok. c'est pour ça qu'on parle d'irrigation localisée pour ce type d'irrigation. Enfin, voilà. Mais, alors que c'est Oui, pour les différent de micro-aspersions. ce qu'on appelle des pivots, etc., où c'est vraiment des gros systèmes pour arroser Mhm. abondamment. Et après, ma deuxième question, c'était alors c'était une slide où vous disiez au niveau de l'irrigation, il y en a une enfin, il y a une technique qui se fait plus au Maghreb. Enfin, vous avez noté que c'était plus au Maghreb ou par exemple qui ont des périodes de sécheresse notamment et qu'on arrosait lors de la croissance plutôt de la plante. Et après, il y avait une deuxième technique où j'ai oublié le nom. Je crois que c'était résilience, je sais plus. Et Oui. j'ai pas bien compris la différence entre les deux. Donc il y en a la première, ça serait plus pendant la période de croissance et la deuxième, c'est juste que la quantité d'eau, mais sur toute la période de croissance, enfin sur toute la période de plantation de culture quoi, on diminue la quantité d'eau, c'est ça? Ou L'irrigation voilà. déficitaire, oui. Oui, tu as bien compris Ah le des concept.
Oui, on va arroser pendant les étapes de croissance où elles sont sensibles à la sécheresse, alors qu'en fait, l'irrigation de résilience, on va plus se baser sur une stabilité, en fait, par rapport à un climat qui est plutôt fluctuant. D'accord, donc ça serait comme si c'est déjà la même quantité, même qui est plus petite que celle qu'on a aujourd'hui dans une culture conventionnelle et qui reste constante malgré les fluctuations de climat. C'est ça ou... Oui, on va dire que c'est une irrigation en fait qui est économe et en fait, on va s'axer sur la sécurisation de la production et la stabilité des rendements. Est-ce que ça te va D'accord. comme explication? Si Oui, je oui. peux être un peu plus claire, en gros, l'irrigation déficitaire, c'est vraiment ponctuel. C'est que tu vas irriguer uniquement à des moments critiques. Donc, en général, c'est la croissance de la plante, parce qu'elle en a besoin à ce moment-là. Et l'irrigation de résilience, c'est toutes les techniques que tu peux mettre pour être le plus économe en eau au sein même de ta ferme. C'est plus global, c'est une approche plus globale. Ah, ok. Et est-ce que vous savez s'il y en a une qui permet un meilleur rendement, enfin, ou plutôt qui permet le moins de pertes, justement en temps de sécheresse, euh, de haute chaleur ou quoi? Alors, a priori, ce serait l'irrigation déficitaire, mais c'est à vérifier, c'est à creuser. Et, en tout cas, c'est celle qui est recommandée par la FAO en temps de, en grande sécheresse. Mais disons que en France, par exemple, où la sécheresse, elle n'est pas encore plus avancée, elle est moins avancée que dans les pays du Maghreb, on n'en est pas encore là, hein, a priori. Donc c'est pour ça qu'on va parler plutôt d'irrigation de résilience pour plutôt optimiser en fait la gestion de l'eau d'irrigation avec, avec tous les outils qu'on a vus, par exemple les outils d'aide à la décision, etc. Ou plutôt des outils qu'on peut faire, des outils de diagnostic en temps réel et prévisionnel. Ok, merci. Oui, Oui, Sylvain? Sylvain. Oui, est-ce que vous m'entendez? Ouais, je voulais Oui. rebondir sur ce que disait Claire. Par rapport à ça, c'est vrai qu'on n'en est pas encore aux situations du Maghreb pour l'irrigation en France. Je pense que l'irrigation, il y a déjà deux aspects. Il y a l'aspect grande culture et il y a l'aspect plus, on va dire, ferme maraîchère, qui ont des besoins vraiment spécifiques de goutte à goutte, de micro-aspersion, qui peuvent pas vraiment être approchés de cette manière en grande culture. On va plutôt parler justement de ton fameux tourniquet, Morgane, qui sont en fait euh, les rampes et ou Oui. les enrouleurs. Et donc en fait, les rampes, c'est très bien parce que ça apporte justement l'eau pas trop loin du sol. Donc on limite les effets de tassement et de déstructuration et de battance au niveau de la surface du sol, mais qui sont aussi plus chers et plus techniques, alors que les enrouleurs, c'est plus accessible pour les agriculteurs. Et on a étudié un petit peu finalement quels étaient les mécanismes autour des enjeux de l'eau qui faisaient qu'en fait, quels étaient les freins à cette transition agroécologique et pour adapter les systèmes en grande culture et les rendre plus résilients face au changement climatique. Et on a fait ça sur le département de la Dordogne, à côté de Bordeaux, où on a rencontré des départements, des syndicats d'eau, des agriculteurs euh, et des maires, enfin voilà. Et ce qu'il en ressortait, c'était que les solutions techniques, on les avait, euh, parce que c'est sûr, les agriculteurs continuent à faire du maïs et ils nous disaient, mais en fait, on pourrait très bien faire du sarrasin ou d'autres cultures moins gourmandes en eau. Mais le problème qui se pose essentiellement, c'est que les filières n'existent pas. C'est-à-dire que les coopératives ne nous permettent seulement que de faire du maïs pour le stocker et le vendre ensuite. Il n'y aura pas de silos qui seront alloués pour d'autres cultures, et encore plus si tu es en bio, parce que forcément, les silos en bio, en fait, sont séparés des silos en conventionnel. Et du coup, comme ils ne peuvent pas vendre leur culture, ils ne peuvent pas changer de culture,
et justement éviter de faire du maïs qui a besoin de beaucoup d'eau au moment où en fait il y en a le moins. Et donc ça faisait réfléchir un petit peu sur les freins plutôt économiques. Et là, c'est vraiment à l'agriculteur de prendre son bâton pèlerin et de dire, bon, ben moi, avec quelques agriculteurs, on va s'associer, on va mutualiser nos moyens pour faire, par exemple, une farine locale de sarrasin et pouvoir faire notre sarrasin et le vendre en pain à tel endroit. Et finalement, bon, c'est compliqué, mais ça a aussi beaucoup plus de sens par rapport au territoire parce que ce maïs, bah, il est exporté, il part de la France. Donc, il y a des marchés à l'international qui sont certes dépendants de ce maïs, comme bah, des pays d'Afrique ou autres, mais par rapport à la résilience d'un territoire, bah, ce maïs qui est produit là, en fait, il n'apporte rien directement au territoire. Donc, c'était pour donner un aspect un peu plus macro sur cette problématique de l'eau, qui est quand même beaucoup d'acteurs sont derrière, les syndicats, les associations de la pêche, l'écologie, etc. Et le consommateur, au Et final aussi. le consommateur, oui, tout à Ouais. fait. Et c'est vrai que je pense que j'en profite du coup maintenant pour faire passer un message, mais on pourrait avoir l'opinion de chacun. Je pense que le problème, il n'est pas tant de faire de l'irrigation, même en été, parce que de toute manière, bah, dans les pays du Maghreb, par exemple, bah, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien qui pousse. Et en fait, de plus en plus, les agriculteurs sont quand même face un peu au mur où, bah, par exemple, à la sortie de l'été, eh ben, tu mettrais bien un couvert derrière ton blé que tu as moissonné ou quelque chose comme ça. Et c'est juste pas possible pour eux parce qu'ils vont faire le couvert, mais il va pas lever. Parce que s'il n'y a pas la pluie au bon moment ou si le sol est trop sec, ça ne marchera pas. Et ils sont là, mais en fait, on a besoin d'eau et ça va pas aller en s'améliorant avec le temps. Donc, je pense que le tabou, il n'est pas sur d'irrigation et ce besoin d'irrigation et de l'eau qu'on alloue à l'agriculture, mais il est plus sur l'irrigation qu'on fait. Euh, Est-ce que c'est on le fait en changeant de système ou est-ce que c'est pour maintenir le système actuel, de faire plus de maïs et de faire des bassines pour continuer à faire du maïs? Et souvent, ce débat sur les méga bassines, etc., euh, ça critique l'irrigation mais ça devrait plutôt critiquer le fait que ce sont des solutions pour continuer à faire les pratiques telles qu'on les fait actuellement. Et je pense qu'il faut pas confondre les deux. Tout à fait. Ouais, complètement, ouais. Il y a la relocalisation aussi à prendre en compte dans tout ça. Pourquoi continuer à s'obstiner à faire, comme tu l'as dit, des choses alors qu'on pourrait, avec un accompagnement, avec un soutien des services publics, etc., faire autrement, faire différemment pour relocaliser finalement. On arrive bien à relocaliser l'industrie, je ne vois pas pourquoi on n'arrive pas à relocaliser l'agriculture. Ça, c'est quand même un truc qui est assez, Bah, tu as aussi des assez choses fou. très, tu sais, les AOP, etc. Typiquement les vignes dans le sud qui ont fait Hmm. toute leur économie sur les vignes et finalement tu peux plus faire de vignes parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Et ils passent sur les arrachages de vignes pour mettre à la place des oliviers moins gourmands en eau. Alors derrière, certes, c'est intéressant économiquement parce que les agriculteurs, bah, ils ont besoin de vivre de leur métier. Mais sur le reportage qu'on avait vu, il fallait arracher les vignes plutôt que d'abord tester d'autres systèmes. Est-ce qu'on peut pas faire des vignes avec du couvert végétal? Est-ce qu'on peut pas faire, enfin, tester des techniques agroécologiques qui permettraient de faire à la fois des vignes et pourquoi pas des oliviers, et c'est tout l'intérêt des fermes polyactivités, c'est de pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Et si finalement ton maïs, eh ben, ça pousse pas parce qu'il n'y a pas d'eau, bah, c'est pas grave, d'à côté, tu as le sarrasin, pour reprendre ton exemple, Sylvain, qui te permet quand même d'être rentable toi et de pas faire de la monoculture, d'avoir plus de biodiversité que dans une monoculture en tout cas. Mais tout est à revoir, hein. Et je serais curieux de pouvoir voir ton reportage sur les oliviers, Morgane, parce que Oui, nous, il y a la Chambre d'agriculture des Landes qui nous a contactés parce qu'ils voulaient planter des oliviers, justement. Et enfin bref. chérie, c'était quoi déjà? C'était pas un sur le front?
Je pense que c'était un sur le front, non, ou un Vaquita. Vous savez, on ne fait pas de politique, mais quand même. C'est un des deux, c'est Hugo Clément. Je ne sais plus dans quel média, je crois. Mais Je c'est sais assez. plus. De toute façon, je pense qu'on va le retrouver assez facilement. Oui. Oui, je crois que c'est Vaquita. C'est en effet ça, où ils accompagnaient psychologiquement, on va dire, les agriculteurs, enfin les viticulteurs. Ils racontaient, ouais, c'était combien? 5 000 euros par hectare Je sais ils plus, étaient mais oui. payés, entre guillemets, pour arracher, enfin pour accompagner l'arrachement. Enfin, c'est horrible. Des hectares et des hectares Et ce qui était brûlés. hyper intéressant, c'est que c'était vraiment le point de vue des agris. Et du coup, ben, que eux, ils étaient pieds et poings liés parce qu'ils étaient en déficit depuis plusieurs années, qu'ils ne pouvaient pas continuer à faire de la vigne. Et du coup, ils sont passés sur l'olivier avec l'accompagnement de la chambre d'agri de là où c'était. Si tu retrouves le... Chérie, moi, je ne le retrouve pas, mais Oui, tu vas je l'ai sous sûrement te les le yeux, là. retrouver. Ah ben parfait. Oui, Bah, oui. tu peux le mettre dans le chat comme ça, pour Ouais, ceux que ça j'attends le lien. intéresse. Oui, Sylvain. Oui, je voulais juste mettre un petit cœur ou un petit emoji pour vous remercier. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques ou je sais pas. En tout cas, c'était trop cool. C'était le premier. J'en profite. Si quelqu'un peut, il n'y a pas de souci, mais je voulais dire bravo encore. Ça a été dit, mais bravo. C'était trop bien. Et s'il y en a d'autres qui veulent le prendre, on passera le message lors des différents échanges qu'on a le lundi et le mardi. Et s'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager quelque chose, 15 minutes, comme ça a été fait, sur une lecture, sur un métier qu'ils font au quotidien, en rapport avec passe autour du lab, il ne faudra pas hésiter. Puis on s'organisera pour faire ce même genre d'événement. On est le premier, c'est trop content. Je suis trop content. Voilà. Je me permets de faire un petit aparté pour que ce soit plus accessible pour les agris. Est-ce que ce serait intéressant, j'ouvre un débat, de faire genre une fiche très très synthétique sur les possibilités et mettre les liens typiquement sur des tutos concrets par rapport à votre lecture, Claire et Loane, pour déjà avoir une trace écrite sur quelque chose d'assez vulgarisé, mais qui permet en fait à tout à chacun de pouvoir se plonger dans ce dossier-là, sans forcément lire. Je crois qu'il n'est pas très long, le parangonnage, il fait 98 pages, je pense. Mais bon, voilà, les agris n'ont pas forcément le temps de se plonger dans ce type de rapport. Donc, est-ce que ça vous intéresse de faire une petite infographie en fait là-dessus? Qui pourrait renvoyer à des liens intéressants sur vous voulez creuser ça, ben voilà, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est fait. Voilà, je lance un appel dans le but Et que on l'assaut soit implique, toujours très des protocoles concrets en fait pour tout le monde pour pouvoir mettre en place cette transition. et on a chez nous, pour compléter, on a chez nous Hermine qui attend que ça, de aider à vulgariser, faire des graphiques, des dessins, voilà. On est une personne qui attend que ça chez nous, de vous aider à vulgariser. Donc, il ne faudra pas hésiter. Oui, oui, oui. En tout cas, moi, je Oui, il crois n'y a pas qu'on de est souci. pas. Oui. Voilà. Bah, super. Bah, je vous laisserai, si vous voulez qu'on en discute, on peut voir après vraiment les points clés du rapport et les trucs extrêmement concrets. Donc, peut-être pas forcément tout ce qui va être méga bassine ou innovation pour les grandes cultures, parce que nous, on s'intéresse plutôt aux fermes polyactivité. Mais pour les porteurs de projets qui veulent se mettre en polyactivité, quels sont pourquoi c'est important la ressource en eau et quels sont leurs, euh, leurs possibilités, on va dire. Oui, ça marche. Bon, Super. oui, on réadaptera par rapport à ça, oui. Bah, merci beaucoup. Sarah, si tu veux introduire le prochain webinaire. Oui. Mais je te Donc prends au moi, ça dépourvu, là. sera Oui, c'est ce que au j'allais dire niveau là. des... Voilà, C'est pour savoir si elle suit. je fais un webinaire surprise. C'est pas grave. Pour la date, ça sera sûrement fin novembre ou peut-être début décembre, à voir en fonction de ce que je peux faire. Et sinon, le sujet sur lequel on a travaillé aussi dans l'équipe du thème 4, c'est la mise en place d'un verger circulaire et notamment inspiré de celui de l'INRAE qui est dans la Drôme. Donc, je me disais de faire une présentation justement sur le projet de l'INRAE directement.
avec un peu les résultats qu'ils ont déjà eus, pourquoi est-ce que c'est intéressant un verger circulaire, qu'est-ce que ça apporte, etc. Voilà. Bien, Merci. merci. On a un peu dépassé le timing, on avait dit une demi-heure. C'est le premier, on s'échauffe. Oui, bon. Bah, merci à toutes et à tous. Si vous n'avez pas d'autres questions ou de remarques, on va pouvoir s'arrêter là. N'hésitez pas à nous dire si ce genre de petit webinaire, ça vous intéresse, si ce genre de format, ça intéresse, pour que soit on continue, soit si ça intéresse personne, on arrête. Et le but, c'est vraiment de se développer notre interconnaissance et développer des débats, développer des idées, etc. Merci à toutes et à tous. Et puis, Bon après-midi à tous. bon après-midi. Merci, Salut. Merci. très intéressant. Merci Claire Bon et Loane. après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi.